Bonjour et bienvenue sur CCF Le Mag, l'émission de votre actualité. Pour ce mois de février, nous allons parler de cinéma, nous allons parler de spectacles pour enfants. Nous aurons une ouverture vers le mois de mars avec Gisèle et Karine qui vont nous parler des événements à venir. Mais comme vous le savez, le mois de février est placé sur le signe de l'amour. Et je voulais faire une mention spéciale à la ville de Suresnes qui nous a préparé des petits événements pour la Saint-Valentin. Nous avons vu par exemple une boîte aux lettres qui était à l'effigie de la Saint-Valentin. Je trouve ça plutôt sympa. Et il y a également ce petit photo-boot qu'ils ont mis en place, toujours à la ville de Suresnes. Vous allez voir, c'est plutôt sympa. J'ai trouvé ça magnifique parce qu'en fait, on nous parle souvent de guerre. Et quand il y a des petits événements comme ça de Saint-Valentin, c'est sympa de le souligner. Donc, qui dit amour dit Hélène, chez nous, notre coach de vie amoureuse. Alors, tu vas nous parler de quoi aujourd'hui, Hélène ? Oui, bien sûr, on va revenir un petit peu sur ce sujet de la Saint-Valentin, parce que finalement, c'est un peu tout le mois de février. Moi, je suis beaucoup sollicitée par rapport au reste de l'année. Et c'est vrai que j'ai tout un tas de questions. Est-ce que c'est ringard ? Est-ce que c'est trop commercial ? Est-ce que c'est nécessaire ? Est-ce que quand on n'a pas de conjoint, qu'est-ce qu'on fait à part regarder les autres avec leur petit cœur ? Donc, toutes ces questions-là, bon, c'est intéressant. Moi, je trouve que c'est déjà bien, sans se poser trop de questions, est-ce que c'est trop commercial ou quoi, de se dire, au moins une fois dans l'année, on pense à l'amour. Et la plupart du temps, c'est pas qu'on n'en parle jamais, on parle tout le temps d'amour, c'est un peu le sujet principal de plein de choses, sauf qu'on n'en parle jamais de la façon dont, ok, moi, comment je fais dans ma vie. Et ça reste souvent, et même quand on est en couple, ça reste souvent en fond d'écran. Donc c'est déjà bien de se dire, ok, le mois de février, au moins ça me permet de me rappeler que je peux penser à l'amour. Et même si je suis célibataire, je peux penser à l'amour de moi pour commencer. Donc il y a toujours des choses à faire. Donc c'est bien, faut pas trop je trouve qu'il ne faut pas être trop blasé en se disant, oui, c'est cucu-gnan-gnan, tous ces cœurs, etc. C'est une façon de se dire, ok, ça c'est quelque chose qui est important dans ma vie. Donc il ne faut pas l'oublier. Ouais. Et donc, dans ces différents événements sur lesquels j'ai été sollicitée, j'ai eu notamment un podcast, et je voulais revenir un petit peu sur... donc, c'est un podcast qui parle des hommes et des femmes, d'une manière générale, et donc forcément pour la Saint-Valentin, ils avaient un petit peu plus envie de parler du sujet de l'amour et des relations entre les hommes et les femmes sur ce plan-là. Et je voulais revenir sur sur les grandes idées qui sont ressorties dans cette interview. Donc Notamment, c'est un podcast que tu as fait avec... Oui. Pour qui ? Alors, le podcast, il s'appelle Sur l'oreiller. Oui. Donc, ça veut tout dire. Mais c'est des confidences sans chichi. Donc, c'est une personne que j'aime beaucoup qui s'appelle Caroline Loisel. À la base, elle s'occupe du futur au travail et des relations au travail. Mais c'est vrai que ça pose plein de questions sur le positionnement des hommes et des femmes dans plein de domaines de la société. Donc, effectivement, ça peut être au travail, mais ça peut être aussi dans les relations personnelles. Et donc là, notamment l'idée que je trouvais intéressante, c'est qu'effectivement, on ne nous apprend pas grand-chose on va dire, d'utile sur l'amour, à part nous faire rêver avec ça. Et c'est vrai que c'est un super sujet pour raconter des histoires, pour créer des émotions. Donc c'est pour ça que c'est un sujet très, très utilisé dans la littérature, dans les films, dans tout notre imaginaire. Seulement, quand on doit s'occuper de l'amour pour soi et qu'on n'a pas forcément trouvé la bonne solution encore, ou qu'on est soit qu'on est en célibataire et qu'on ne trouve pas la bonne personne, ou qu'on est en couple mais qu'on n'est pas forcément bien épanoui dans son couple, on ne sait pas très bien quoi faire. Et je trouvais que aussi, et surtout ce qu'on nous apprend à travers cet imaginaire, c'est que la seule chose presque qu'on nous apprend, c'est que quand on a une émotion forte, il faut la suivre. Et donc on doit prendre la décision finalement sur ça. Donc on nous dit le seul choix qu'on fait en amour, c'est quand on a une forte émotion, on la suit, on doit y aller. Si quelqu'un nous crée une forte émotion, c'est forcément la façon dont on va reconnaître qu'on doit rentrer en relation avec cette personne. Et ça, je trouve que c'est un mythe. C'est un mythe. Oui, je trouve que c'est un mythe qui fait beaucoup de mal, parce qu'en fait, on ne décide que sur l'émotion. Or, l'émotion, elle est créée par plein de choses. Notamment, ça peut être même par ses blessures, en fait. Ça va plus appeler, en fait, l'émotion intense. Ça nous rend un peu accro aux montagnes russes. Et c'est pas forcément la meilleure façon de trouver un amour vraiment épanouissant.
c'est pas toujours spectaculaire, même si bien sûr il faut avoir une certaine attirance pour la personne. On dit que oui, le cœur il fait boum boum, t'as les papillons dans le ventre. Oui, mais le cœur qui fait boum boum et les papillons dans le ventre, oui. Si on était comme ça tout le temps, on aurait un AVC. C'est pas c'est mauvais pour voilà. Donc en plus il faut se rendre compte, c'est peut-être aussi le problème, un problème de vocabulaire, c'est qu'en français on dit amour un peu pour tout. Moi je trouve que cette émotion intense, c'est plus de l'ordre du désir. C'est l'amour désir, c'est pas l'amour plus durable et un peu plus profond qui va vous permettre d'être épanoui en fait. Donc oui, bien sûr, c'est un indice qu'il se passe quelque chose. Donc il faut peut-être aller creuser, mais c'est pas forcément attribuable à l'autre personne. Ça peut venir surtout de soi en fait. Ça peut appeler à certains. C'est pour ça que des fois j'ai des gens qui font toujours les mêmes schémas, qui retombent toujours dans des relations qui sont toxique. Pas très, voilà, toxique. Ouais, sans aller jusqu'à toxique, ça peut être, on va dire, désagréable ou pas du tout épanouissante, qui leur font plus de mal à leur confiance que le contraire. Or, pour moi, la base, c'est que l'amour, ça doit d'abord être une source de joie. Sinon, à la limite, on peut rester seul et puis ça va aussi bien. Donc, c'est comme ça que j'ai des gens qui se bloquent comme ça dans le célibat en se disant, bah, finalement, je ne veux pas, pour pas prendre trop de risques, je vais pas essayer, quoi. Donc, l'idée, c'est de se dire, ok, si c'est une source de joie, bah, si je pars pas là-dessus, même si j'ai une émotion intense, c'est pas forcément le bon critère. Et quelque part, c'est un peu normal, parce que on a des milliers de décisions à prendre dans sa vie, et en général, on va pas aller seulement sur les émotions, on va aussi essayer de réfléchir un petit peu, on va y aller avec sa tête. Peut-être que c'est le corps qui va pas suivre, et qui va dire non, mais là, ça fait trop, ou c'est pas juste pour moi. Donc l'idée, c'est de se dire, ok, je prends ma décision avec tous les indices qui me permettent de me dire c'est pour moi. Et puis aussi, si je vois que je suis tout le temps dans des schémas qui ne me correspondent pas, je me dis, bon, peut-être que en fait, c'est pas le désir que ça me crée, c'est parce qu'il faut que je répare quelque chose avant, parce qu'en fait, j'appelle toujours la même solution, et tant que je continue à faire la même chose, j'ai toujours le même résultat. Donc, je vais commencer par aller chercher en moi pourquoi ça me crée du désir d'aller vers toujours les mêmes personnes qui vont me faire du mal, par exemple. Donc, c'est important de se dire, ok, c'est pas parce qu'on a du désir pour quelqu'un qu'on doit forcément y aller. Je dis pas que c'est facile, hein. Et là, c'est dur. C'est ça, c'est le mythe à déconstruire. Oui, c'est le mythe à déconstruire, c'est que c'est pas parce qu'on a une émotion forte que c'est forcément un indice qu'il faut y aller. D'accord. C'est juste un indice qu'il se passe quelque chose, que peut-être il faut aller creuser, mais qu'en général, quand même, quand on fait intervenir aussi sa tête, on s'aperçoit que la personne, elle n'est pas bonne pour nous. Donc, on peut s'arrêter avant. Je ne dis pas que c'est facile. Ça peut être dur. Mais, quelque part, il faut se dire aussi que tant qu'on laisse entrer dans sa vie des personnes qui occupent le terrain de la mauvaise façon, on n'a pas de place pour quelqu'un qui va faire du bien. D'accord. Donc, c'est important d'aller déconstruire ça. Et comment ? Eh bien, comment ? Ça, c'est un travail sur soi, d'abord. En fait, ça part d'abord de soi. Okay. Et c'est pour ça que l'autre idée forte, je la dis souvent, mais c'est vrai que j'aime bien faire le parallèle, justement, avec, pour bien montrer la différence avec cette imagerie de l'amour qu'on a tous en tête, notamment dans les films. Et on voit bien pourquoi dans les films, ça va sur l'émotion forte, parce que comme ça, paf, en un quart d'heure, ça rentre dans le scénario. Oui. On se dit, oui, la rencontre, voilà, et la personne, j'ai un coup de foudre, paf, tiens, c'est celle-là qu'il faut regarder. Hop, j'y vais, c'est évident, et puis on sait tout de suite qu'est-ce qui va se passer après. Donc c'est facile à scénariser. Sauf que dans la vraie vie, ça se passe pas toujours comme ça. Vous rencontrez des gens, vous savez pas si c'est la bonne personne ou pas. Ça prend un peu de temps pour le savoir. Donc, ce qui est important de savoir aussi, c'est qu'on pense toujours que, on a dans cette imagerie, l'amour, c'est le destin, c'est la chance, c'est Cupidon, c'est le hasard, c'est naturel, il y a rien à apprendre, et puis ça doit être évident. Bon, je sais pas pour vous, mais moi je connais pas grand-chose dans la vie qui est évident, où on a toujours tout de suite la réponse pour une décision. Ça devient évident quand on a déjà réfléchi avant, qu'on a travaillé dessus, en fait. Expérimenté. Exactement. Il y a un moment, effectivement, on se dit « Ah bah oui, là, cette fois-là, c'était évident », mais c'est parce qu'il s'est passé plein de choses avant. Donc, moi, j'aime bien faire ce parallèle avec les films et dire « Dans votre vie amoureuse, c'est comme un projet de film. » Et idéalement, vous voulez pas créer un thriller qui fait peur, une histoire à suspense, ou même les aventures d'une célibataire malchanceuse, même si c'est rigolo à regarder, c'est pas super rigolo à vivre. Donc vous cherchez un beau film intéressant, avec un bon scénario, avec une happy end.
Et donc, dans ce film, souvent, alors on peut à la rigueur avoir conscience qu'on est acteur ou actrice principale. Pas toujours. Des fois, on pense que ça ne dépend pas du tout de nous, c'est juste la chance. Mais donc déjà, le problème, c'est qu'on n'est pas que acteur ou actrice principale. On est aussi scénariste, réalisateur ou réalisatrice, et directeur ou directrice de casting. Donc, si je reviens à mon émotion intense qui tient plus du désir que de l'amour, parce que l'amour, ça prend du temps. Il faut se rappeler que le désir, ça peut être créé... C'est plutôt de instantané. Voilà, ça peut être instantané, et c'est souvent lié à de l'inconnu, de l'incertitude, de la surprise. Et on n'a pas besoin de connaître la personne pour avoir du désir. En revanche, pour aimer vraiment une personne, ça prend du temps. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas aimer vraiment une personne qu'on ne connaît pas. Sinon, ça ne s'appelle pas de l'amour, ça s'appelle une projection. C'est-à-dire qu'on plaque sur une personne qui se présente l'idée qu'on a dans la tête. Donc, c'est vraiment ça l'idée. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que quand on a un scénario tout pourri, déjà, c'est normal que le casting ne soit pas très bon. Donc, il faut partir de soi pour se dire, le scénario, l'avantage, c'est que je peux le réécrire. S'il est mauvais, je vais travailler là-dessus. Et après, je vais réfléchir à comment je vais le faire. Et c'est dans l'action, en fait, tout ce qu'on a dans la tête, on va pouvoir le concrétiser. Donc, c'est vraiment ça, l'idée. Et bien sûr, dans son jeu d'acteur, c'est se rappeler que souvent, c'est parce qu'on n'a pas confiance en soi. Et donc, on peut se rendre compte qu'on a des qualités, qu'on a des atouts pour plaire et qu'on a toujours le choix aussi. Donc, on peut toujours plaire à quelqu'un. Ça, souvent, on a l'impression que c'est rare. L'amour, c'est pas rare, hein. Vous sortez dans la rue, vous voyez plein de gens qui sont amoureux. Donc, non, c'est pas rare du tout. Ça aussi, c'est un autre mythe qui vient de la bonne personne, le prince charmant, l'homme ou la femme de sa vie, l'aiguille dans la botte de foin qu'on doit trouver parmi 8 milliards de gens. Non, donc, c'est pas du tout ça. Bien, on enlève le côté émotionnel. C'est pas qu'on enlève, c'est qu'on ne se base pas seulement sur ça pour prendre toutes les décisions. D'accord. Et on se rappelle qu'on est une personne un peu plus complète que ça, et que c'est pas, pour moi, tout ce qui est coup de foudre, etc., en fait, ça arrive très souvent, hein, les coups de cœur. Et ils aboutissent pas tous à une belle relation. On se rappelle seulement des histoires qui réussissent. C'est celles que les gens racontent. Sauf qu'il y a plein de fois où on a des coups de foudre et ça donne rien du tout derrière, et ça, on oublie. Donc, ce n'est ni la façon la plus fiable de tomber amoureux, ni la plus fréquente. Donc, en fait, il y a tout plein de façons de tomber amoureux, et des fois, c'est pas spectaculaire. Ça peut prendre du temps. Mais comme on est en fait... j'ai entendu cette phrase, et je trouve qu'elle est bien ce mois-ci, parce qu'effectivement, j'ai aussi croisé plein de gens. C'est qu'on a besoin de se dire, la rencontre, elle doit avoir de la gueule. Mais on s'en fiche de ça. C'est pas important. Ce qui est vraiment beau, c'est que même quand ça ressemble à rien, le début... ça se construit et ça donne quelque chose de beau. C'est la magie, elle n'est pas au bon endroit. Donc on devient acteur, réalisateur, oui. Directeur de casting pour avoir ce beau petit... Eh bien oui, exactement, parce que directeur de casting, ça veut dire que quand on a déjà se rappeler qu'on a le choix, si on se focalise sur une seule personne, en général, ça ne marche pas super le casting, parce que la personne sait qu'elle est toute seule. Hein. Donc elle n'est pas forcément hyper motivée. Et se dire, si ce n'est pas la bonne personne, c'est pas grave, je rouvre mon casting. Je ne suis pas obligée d'aller vers celui ou celle qui me crée le plus d'émotions sur le moment. Les émotions, c'est vraiment l'accro aux montagnes russes. C'est l'adrénaline, la sérotonine, etc. qui monte. C'est quand on est drogué, en fait. Voilà. Donc, c'est là où il faut dire, je vais attendre que ça retombe pour voir qu'est-ce qui va vraiment se passer. Parce que la compatibilité, je vais la voir que sur la longueur. Je ne vais pas la voir... Enfin, ça prend un peu de temps. Ça ne prend pas des années, mais ça prend un peu de temps pour se rendre compte qu'on peut vraiment vivre une belle histoire d'amour ensemble et construire. En tout cas, merci pour les conseils. On a entendu casting, on a entendu scénario de film, et ça me fait une très belle transition pour accueillir notre invité, Joseph, ami. Voilà, nouvel ami. Joseph, donc on t'a vu déjà sur des scénarios comme Les Rivières Pourpres. Voilà, et puis... J'ai fait aussi une apparition dans Le Monde de Demain, une série sur les NTM, qui passe sur Netflix, où j'ai fait une petite apparition pareil, et puis Alibi.com dernièrement. Voilà, et puis prochainement d'autres films qui vont sortir sur Netflix. Et voilà, du coup on a ta bande-annonce, ta bande démo, pour ceux qui ne te connaissent pas. Hop, c'est parti. Ok.
C'est à cette heure-ci que t'arrives, toi? Tu t'es cru où à l'hôtel? Allez, rentre. Alors, je t'explique. Chez moi, mes règles. J'aurai pas la patience de ta mère. Et enlève ta capuche quand t'es chez moi. Donc tu te lèveras tous les matins, 7 heures. Tu feras le ménage et tu paieras aussi un loyer. Quoi? Ça te fait rire? Ça te fait rire? Et si t'es pas content, la porte, elle est juste là. T'as compris? Est-ce que t'as compris? Ouais. Tu sais que t'es un homme maintenant. Et ta mère, elle doit pouvoir compter sur toi sans se demander quand est-ce qu'elle ira encore te chercher une fois au commissariat. Tu peux plus lui faire ce genre de truc. Tu vois pas que tu l'as fait souffrir? Vos rappeurs là, à part parler de moula, parler de champagne, et puis quand tu les vois, on a l'impression qu'il y a que des Pablo Escobar dans votre rap game. Tu cherches la qualité? Oui. Dinos. Ok, Dinos. Ok, vas-y. Ah. Non, y a pas de problème. Non, Dinos. Bah voilà. Ok, mais à part lui, vas-y. Donne-moi un autre. Hein? 1, 2, ah, tu bégayes. Ouais, j'entends pas. Non, moi je te parle des vrais rappeurs. Parce que là, c'est parce que c'est le réveil, j'entends pas trop. Ah, c'est pour ça. Mais moi je te parle de vrais rappeurs comme Nesbill, Thierry James, Roth, Mac Taylor, des mecs qui ont une écriture, qui ont un vrai vécu à raconter. Et là, tu veux me parler de... Ouais. Booba là, tu t'écoutes du Booba. Booba il parle de meufs, il parle de moula, il parle de champagne. Ok, Booba, mais Booba, est-ce que t'as vu ce qu'il faisait à l'époque? Est-ce que t'écoutes ce qu'il a fait à l'époque? Mais non, tu pouvais pas, parce que t'étais même pas encore dans les couilles à ton père, Booba. Tu veux faire? Tu veux faire? Tu pouvais pas savoir. Donc c'est logique. C'est qu'au lieu de gaspiller ton énergie à raconter des conneries, allez, dépêche-toi de finir de manger là. Après tu viens avec moi, on a du boulot encore. Il parle de Niska celui-là. Quelle blague. Eh Dylan, viens par ici. J'aurais jamais cru qu'un jour je dirais ça. Tu nous as manqué, petit con, là. Viens là. Bon, allez. On a du temps à rattraper, allez, viens. Je te présente quelqu'un. Viens. Et du coup, là, on va où? Là, on va chez ta mère. Bon, regarde pas comme ça, t'inquiète pas. J'ai parlé avec elle. Tu sais, t'es papa maintenant. Et elle a fait beaucoup pour Aminata et la petite quand t'étais pas là. De toute façon, là, tu vas arrêter les conneries. Donc là, on va aller la voir. Tu discutes avec elle. Tu la remercies. Et vous faites la paix. D'accord? Ouais. Cool. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est que la caméra était accrochée à la portière. Oui. Et c'est qu'il fallait faire très attention pour pas qu'il y ait un nid de poule ou quoi, parce qu'en fait, la caméra pouvait tomber. Ah oui. Donc je devais me concentrer sur la route, rouler mon texte. Avec voilà, tout ça, il fallait tout gérer. Et c'est vrai que c'était pas facile du tout. Mais du coup, mais on dirait pas. Ouais, non, on dirait pas. Mais c'est ça le jeu d'acteur. C'est là où on voit si on est un bon acteur ou pas. Bah là, il y a la technique en plus, donc c'est vrai que c'est... Oui, bon, je me suis démerdé, voilà, mais c'est vrai que c'était pas C'est simple. pas facile. Ouais, c'était pas Et du coup, comment t'es arrivé à l'acting? Alors moi, j'ai un parcours très atypique parce qu'en fait moi à la base je suis sportif, j'ai été footballeur professionnel. Ça se voit pas. Hein. Voilà, j'ai été footballeur professionnel pendant longtemps, j'ai joué à l'étranger, en Belgique, en Suisse, en Croatie, un peu partout dans le monde. Et bon après on prend de l'âge, on vieillit. Et après je me suis lancé dans les barbershops, donc je suis aussi gérant d'un barbershop, d'un salon de coiffure. Et un jour il y avait une production qui cherchait justement un HMC, donc c'est-à-dire c'est tout ce qui est pour les maquillages, les costumes, et cherchait un grand local. Ouais. Et il s'avérait que moi j'avais un local qui était très grand. Mon salon de coiffure était très très grand. Et ils sont venus me voir, ils m'ont dit écoutez, on aimerait bien louer votre endroit pour poser notre matériel et nos costumes, nos maquillages. Donc j'ai dit écoutez, il n'y a pas de souci, je peux vous louer. Et puis en fait là, comme ça, je leur dis écoutez, si un jour vous cherchez des figurants, allez, pourquoi pas, je suis là. Allez. Et une semaine après, bonjour monsieur, écoutez, on a un rôle pour vous, une silhouette, il faut faire videur d'une boîte dans la boîte de nuit pour un film avec Bernard Campan.
Et Karine Rocher, Carole Rocher, je sais plus exactement. Je dis, bah oui, allez, c'est parti. Et donc, je vais là-bas, ça se passe super bien. Je rencontre d'autres personnes qui me disent, mais ça fait longtemps que tu fais ça. Oui, Alors, je depuis dis, toujours, en fait. Ben non, je viens de commencer. Donc, ça, c'était en 2020. Donc, c'était il y a vraiment 1 an et demi. Et puis, en gros, ils me disent, bah, écoute, tiens, j'ai des contacts, j'ai des castings, appelle, t'as un profil qui peut plaire à pas mal de productions, de directrices de casting. Donc, ils m'ont donné des numéros, j'ai contacté, j'ai postulé à des annonces. Et puis après, ben, ça y est. De fil en aiguille, ça part. De fil en aiguille, ça commence à partir. On m'appelle là pour encore de la figure, un peu de figure, à gauche, à droite. Après, un peu de silhouette parlante. Et après, ben, rôle. Donc après, j'ai eu mon premier rôle dans la série Sentinelle, qui parle de guerre. Et là, ben, voilà, j'ai décroché mon premier rôle. Donc pour moi, c'était incroyable. Je me dis, j'ai commencé à peine il y a 6 mois et j'ai déjà un rôle. Donc c'est vrai que après, c'est un autre monde. C'est encore un autre monde parce que là, ben, tu côtoies des acteurs qui sont là depuis 15-20 ans. Toi, tu arrives, tu connais rien du tout. Et puis en fait, tu te retrouves avec eux et c'est que du bonheur. Après, tu apprends et en même temps... Et du coup, pour l'instant, tu n'as pas encore fait d'école, ça t'intéresse pas de... Alors, j'ai pas fait d'école du tout. J'ai commencé un petit cours, j'ai essayé un cours d'acting Oui. Où j'ai appris beaucoup de choses en une journée. Ouais. Franchement, on apprend beaucoup, Pas mal. énormément, surtout quand on a un bon prof. Et je me suis dit, non, je vais m'y mettre parce qu'effectivement... Mais quand on t'appelle 1 fois, 2 fois, 3 fois, 5, 6, 7, 8, 10 fois, bon, tu commences à dire, tu commences à être un peu dans le milieu. Bon, il va falloir que tu commences aussi à t'entraîner, à prendre des cours, parce qu'effectivement, sur des rôles où, bon, je fais le videur, je fais un peu l'homme de main, c'est pas très compliqué, de m'énerver, etc. Mais dès que tu commences à passer dans le dramatique, c'est autre chose. C'est autre chose. Là, c'est pas n'importe qui peut le faire. Donc, faut prendre des cours, faut apprendre. Et là, ça y est, je vais commencer. Je vais commencer les cours d'acting pour évoluer. Pour essayer d'évoluer. Et du coup, là, comment tu as fait pour arriver à alibi.com 2 ? Alors, alibi.com 2, c'est pareil, c'est de fil en aiguille. En fait, à un moment, dès qu'on fait beaucoup de casting, on est dans une base de données. Ou dès qu'on est pris dans un film, on sait que, tiens, il y a Joseph Edge, on le connaît. Oui. Et des fois, entre directeurs de casting, c'est qui la photo. Il s'appelle. Il cherche. Voilà, il s'appelle. Allô, oui, écoute, je cherche un grand black. Voilà. Oui, tiens, j'en connais un. Boum. Tiens, j'ai son numéro. Donc, des fois, je reçois des coups de fil. Les personnes, je les connais pas, en fait, au bout du fil. Ah, mais oui, j'ai le numéro via une connexion. Ok. Ça t'intéresserait un rôle ? Je dis, j'accepte. Et après, ainsi de suite. Après, je vais sur les plateaux. Je rencontre encore d'autres gens. Je suis dans une nouvelle base de données. En fait, ainsi de suite. Et... Ah bah c'est bien, tu donnes des petites astuces à ceux qui veulent commencer sans pour autant payer une blinde des écoles au final. C'est ça, parce et du coup, est-ce que tu peux nous dire l'ambiance qu'il y avait sur le tournage d'Alibi ? D'Alibi, alors l'ambiance, elle était vraiment cool, hein, même avec Gérard Jugnot. Elle était super cool. Franchement, t'arrives, Philippe Lachaud, super cool. Oui. Franchement, lui... super gars. Aussi bien à la télé comme en vrai, très ouvert. Il est là, génial. Très ouvert, il dirige bien, pas prise de tête. Gérard Jugnot, on a vraiment rigolé aussi. Et Ariel Dombal, très marrante. Ariel Dombal, c'est un spécimen. C'est quelqu'un. Ariel Dombal, super gentil. Oui, et ton meilleur souvenir sur le tournage alors ? Mon meilleur souvenir sur le tournage, c'est la scène avec Gérard Jugnot. D'accord. C'est la scène avec Gérard Jugnot qui est très marrante. Je ne sais pas si vous êtes allé voir le film. Pas encore. Ouais. Elle est marrante. Bon, après, il coupe beaucoup. Il y a beaucoup de choses qui sont obligées de couper parce que c'est le timing et tout. Mais la scène, on a vraiment rigolé. Franchement. Et quel est ton rôle ? Parce qu'on dit ça, mais les gens ne savent pas forcément. Alors, mon rôle, je pense que c'est mieux d'aller le découvrir au cinéma. J'adore le teaser. La surprise, voilà. D'aller le voir parce qu'il est vraiment. Déjà, quand tu fais ça, moi, j'ai peut-être une piste. Comme ça, là. Comme ça, là ? Ah ouais. Là, tu vois, j'ai l'impression que je vois à peu près le rôle que tu as. Le rôle que j'ai. Bon, oui. C'est peut-être ça. Une surprise, peut-être. Ça dépend. Faut aller le voir. Faut aller le voir. Ouais. D'accord. Et dis-moi, est-ce que donc là, tu nous as dit que tu vas essayer de prendre des cours pour évoluer. Ouais. Quel genre de profil aimerais-tu avoir Alors, justement, voilà. Parce que...
heureusement et malheureusement, c'est que pour l'instant, on m'appelle souvent pour des rôles par rapport à mon gabarit, Oui. par rapport à mon visage, donc des rôles de taulards, Méchant. videur, méchant, homme de main, Ouais. sécurité. J'ai eu aussi un rôle en tant que commandant d'une armée, ça, Ouais, ça, c'est ça a bien. changé, donc ça c'était bien. Et puis maintenant, j'aimerais bien être. Bon, là, on a vu dans l'extrait que vous avez passé, de ma bande-annonce, je suis l'oncle du jeune. Donc là aussi, ça change, Oui. parce qu'en fait, je suis un peu moralisateur. Donc je lui fais tout le temps la morale, je veux qu'il aille dans le droit chemin. Donc ça aussi, c'est intéressant. C'est une figure paternelle. Paternel un peu, Ouais. parce que voilà, son papa n'est plus là, donc je suis l'oncle qui essaie de le remettre un peu dans le droit chemin. Et après, oui, j'aimerais bien commencer rôle de médecin, hein, médecin avec un gabarit oui. comme le mien, mais Oui. voilà, ou un procureur, À Ah, contre-emploi. c'est bien. hein, un procureur, Très bien. ou Ouais. un juge. Ouais, Voilà, bah oui. Mais Alors, après, l'envergure, oui. voilà, mais après, c'est du travail. Et après, moi, personnellement, je suis pas je suis pas pressé. Parce qu'en fait, je viens d'arriver. Moi, je suis arrivé là il y a 1 an et demi. Mhm. Et la chance, déjà, j'ai une chance énorme Ah oui. de Merci. pouvoir faire tous Ouais. ces films-là en 1 an et demi. J'ai des gens qui, malheureusement, ils sont là depuis 10-15 ans. Oui. Des fois, ils font 1 an, ils tombent pas. Oui. Donc, j'ai énormément de chance. Et donc, je prends vraiment, en fait, comme ça vient. Je suis pas en train de me dire, voilà, je me prends la tête, parce qu'effectivement, il y en a, ils vivent que de ça. Moi, j'ai quand même un commerce. Et maintenant, entre guillemets, ça commence à devenir, entre guillemets, un métier, parce que j'ai un agent. J'ai aussi trouvé un agent Oui. qui gère un peu ma carrière. Donc, voilà, moi, je me prends pas vraiment. Franchement, je me prends pas la tête, et j'ai toujours été comme ça. Je me prends pas la tête. Je vis au jour le jour. Après, quand je vis au jour le jour, je Oui, comprends. oui, Parce qu'on a- oui, c'est calculé quand même un peu, Voilà, un comme on minimum, calcule bien quand sûr. même, hein, pour payer son loyer et tout, faut que voilà, Oui. tout soit carré. Mais je veux dire que ce qui vient, je prends. Et après, En tout cas, c'est assez optimiste comme profil. Hein. Ça donne sa chance à tout le monde et on aime bien. Ah ben Donc, oui, oui, il faut savoir qu'entre, on va dire, ce côté alibi, film familial et les spectacles pour enfants, il n'y a qu'un pas. Et il y a David qui va nous parler aujourd'hui de son spectacle pour enfants qui s'appelle Ego le cachalot. Ego. Ego le cachalot. Hein, je sais Ego. pas pourquoi, je sais. Pendant une semaine, j'avais Ego le cachalot et aujourd'hui, bah voilà, ça paf, je dis n'importe quoi. On va voir. Des fois, on dit Hugo. Non, Ego. mais Ego. 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 Ego le cachalot. Et on va voir la bande Ça a une annonce. signification, Je te jure. Allez hop, c'est parti. Y a-t-il quelqu'un, j'appelle Super Ego. Tu claques des doigts, il rapplique. Moitié héros, moitié comique. Super Ego est toujours là quand tu paniques. Pas très costaud, mais toujours là quand tu flippes. Quand tu sens monter la panique. Quand t'es tout seul. Tout seul, je me sens toujours tout seul. Le soir en me couchant dans ma chambre d'enfant. Quelqu'un d'autre que moi se trouve-t-il dans cet état d'âme qui vous nous l'estomac? Avec cette boule au ventre qui ne part pas. Y a-t-il quelqu'un, j'appelle Super Ego. Tu claques des doigts, il rapplique. Moitié héros, moitié comique. Super Ego est toujours là quand tu paniques. Pas très costaud, mais sympathique. Ah bah en tout cas, c'est péchu pour les enfants. Comment est né Ego le cachalot? Bah, il est né avec une chanson que j'avais écrite il y a quand même un petit paquet d'années et que j'ai soumis à une copine dessinatrice et qui en a tiré un personnage, ce cachalot, Ego le cachalot. Il était question de cachalot vaguement dans la chanson, mais ça s'appelait j'ai un ego qui pèse 700 kilos, il passe plus dans la porte. C'était un peu compliqué, j'ai un ego, la liaison se faisait mal et moi j'ai changé les paroles à partir de ce dessin. J'ai dit, j'ai transformé mes paroles qui sont devenues voilà Ego le cachalot. Attention aux portes, attention aux carreaux, bien D'accord. dans sa peau avec ses 2 tonnes et son petit cerveau. Voilà.
Très visuel comme... Voilà. Donc il est né il y a 10 ans avec cette Marina Jolivet, cette dessinatrice. Oui. Et du coup, il y a des questions également d'écologie, de sensibiliser les jeunes à l'écologie. Pourquoi avoir pris ce prisme ? Et d'égologie, donc. En fait, j'essaie de traiter avec à travers les chansons d'Ego Cachalot plein de sujets en phase avec l'actualité, pas seulement l'écologie, mais aussi beaucoup le volet social aussi. Oui. Et c'est assez présent avec les petits boulots ou Léon le Che Guevara, un cochon révolutionnaire, voilà. Donc c'est des thèmes qui sont en phase avec l'actualité que j'essaye d'être sans démagogie, de m'adresser aux enfants. L'idée c'est quand même de rester sur quelque chose de ludique, mais d'avoir du fond quand même dans les paroles et du rythme. Pour moi, c'est important quand on est enfant. C'est vrai qu'on est souvent attiré par des choses assez rythmées. Et c'est le cas avec ce concert. Et du coup, vous avez fait évoluer plusieurs fois le concept. Est-ce que vous pouvez nous expliquer tu peux nous expliquer l'évolution ? En fait, Ego Cachalot, il a 10 ans, on fête ses 10 ans cette année, avec un coffret qui réunit les 3 disques qu'on a sortis. Donc il y a eu déjà 3 albums. Ego le Cachalot, puis Ego le Cachalot et les petits bulots, et dernièrement Super Ego, voilà, on y va carrément. Après, je sais pas, il faut trouver autre chose, mais on est déjà très Ultra haut. Ego. Voilà. Et du coup, donc il y a eu 3 disques, dont 3 spectacles. À chaque fois, il y a un nouveau spectacle qui est créé pour le disque. On chante les chansons du disque, mais pas seulement. Je reprends aussi certaines chansons du premier et du deuxième album. Ouais. Voilà, donc, mais il y a plein d'autres choses. Il y a eu des podcasts. Là, pendant le confinement, j'en ai profité pour enregistrer des histoires et qui sortiront sous forme de podcast. On a enregistré un livre-disque. Et puis, il y a aussi un projet d'animation également, parce que c'est très graphique comme projet. Il y a maintenant Marina Jolivet qui a créé le personnage avec moi, a laissé son crayon à Jean-Louis Cornalba, qui est un autre dessinateur, et qui le fait évoluer, qui nous sort plein de dessins très drôles, plein d'esprit. Donc voilà, c'est transversal comme projet. Il y a plein de volets. D'accord. On va vous recevoir pour les autres volets. Du coup, est-ce que vous pouvez nous rappeler quelques dates, vos prochaines dates ? La prochaine date parisienne, je vais dire parisienne, même si c'est juste à côté. Oui. C'est à Montreuil, à la Marbrerie. C'est dimanche 5 mars à 16h. Voilà, donc c'est une chouette salle juste à côté de Paris. Et puis on est en tournée partout en France. Là, on reviendra justement de l'Est de la France, d'une salle qui s'appelle le Gueulard Plus, voilà, à Nilvange. On joue aussi à la Coopérative de Mai à Clermont-Ferrand, au Festival Babel Minot à Marseille. Et le projet est basé à Rennes. Donc on joue aussi parfois en Bretagne. Waouh, merci beaucoup. En parlant de mars, ça me fait ma transition. Nous allons parler d'un événement mondial annuel qui s'appelle les Journées de la femme internationale de la femme, qui a lieu le 8 mars. Et moi, je faisais mes recherches et je suis tombée sur une vidéo qui m'a laissée un peu dubitative. On va voir cette vidéo. C'est une archive de l'INA. Allez. Ce fameux 8 mars, il paraît que c'est une invention, qu'il n'y a jamais eu de grève dans l'histoire, et qu'en plus c'est une invention stalinienne, car finalement ce serait Staline qui aurait créé le jour de la femme. Oui, donc moi ce qui m'a choquée, c'est en fait ce monsieur qui dit que la journée de la femme c'est une invention stalinienne et que c'est lui qui avait inventé ce principe. Donc pour en discuter, j'accueille Gisèle Bourquin qui est présidente de l'association Les Femmes au-delà des mers. Donc je voulais revenir avec vous sur les origines de cette journée. Est-ce que vous pouvez nous dire d'où cela vient ? Alors, je dois déjà dire que c'est vrai, quand il y a des journées qui sont, instaurées comme la fête des mères, c'est généralement pas des gens extrêmement progressistes qui instaurent cela. Et donc la journée de la femme, nous l'avons instaurée en France, c'est Yvette Roudy qui l'a mise en place. C'était une ministre assez efficace de François Mitterrand, mais c'était avant l'ONU qui avait créé cette journée. Alors cette journée, évidemment, elle fait parler beaucoup, mais moi, personnellement, je trouve que c'est intéressant, comme tout à l'heure, on a eu des fêtes, c'est intéressant d'avoir des moments comme ça où on se pose un certain nombre de questions, on se remémore un certain nombre de choses, et aussi, on fait la fête.
C'est aussi très important. Et bon, alors, c'est un prétexte pas tellement commercial, hein, ça n'est pas comme la Saint-Valentin. Mais c'est l'occasion de, pendant tout le mois d'ailleurs, de faire des colloques, de faire des rassemblements, des spectacles, et de montrer aussi, et c'est le propos, qu'il y a eu des avancées, je crois qu'il ne faut pas les oublier, mais qu'il reste beaucoup à faire. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que tout le monde, les femmes sont impliquées, mais la société aussi. Et ça me paraît extrêmement important. Donc c'est vrai que bon, la journée de la femme, la semaine de la femme, le mois de la femme, c'est très bien. Ça fait parler déjà. Voilà. Oui, parce que est-ce que c'est toujours d'actualité en fait d'en parler? Oui, je pense que c'est d'actualité. Les choses ont énormément changé. Il est incontestable qu'il y a eu des avancées. Pas assez, mais il y a eu des avancées. Ne serait-ce que dans l'esprit des femmes comme des hommes. Parce que c'est une affaire de mentalité, pas de rivalité, mais de mentalité. Et il faut que nous sommes différents. Nous sommes des êtres humains, mais différents. Ne serait-ce que ça se voit un peu. Oui, parfait. Et en fait, nous construisons le monde. Et pour moi, il faut que chacun se rende compte de ce qui se passe. C'est vrai qu'il faut être conscient qu'il y a encore du terrain à gagner. Ça pourrait être dans tous les domaines. Tout à l'heure, nous avons un peu parlé des tâches ménagères, nous avons parlé du couple, nous avons parlé, on pourrait parler du travail. Il y a des choses qui sont dans la tête des femmes comme des hommes qui font que ça coince un peu. Alors, c'est vrai qu'il faut encore avancer, mais donc, pour répondre à votre question, moi, je trouve qu'il ne faut surtout pas perdre espoir. Il ne faut pas le faire dans l'agressivité. Pour moi, ça ne sert à rien. Mais il faut, et là, je vais citer mon Césaire, un pas, un autre pas, et gagner chaque pas. Parfait. On aime bien. Donc, vous êtes présidente de l'association Les Femmes au-delà des mers. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre association ? Bon, alors, Femmes au-delà des mers, j'ai fondé cette association au moment où je n'avais plus besoin d'activités rémunératrices. Femmes au-delà des mers, c'est en fait un aboutissement de tout un parcours. J'ai eu le privilège de vivre sous différents cieux. Pour faire court, je suis née en Martinique, j'ai fait mon collège à Paris, mon lycée à Nouméa, j'ai fait mes études à la Sorbonne, j'ai commencé ma carrière en Afrique, j'ai vécu 6 ans au Moyen-Orient, et après ça, je suis revenue à Paris. Non, pas quelle vie, c'est une chance d'avoir été en contact avec des cultures différentes, parce que vraiment, c'est pour moi extrêmement enrichissant. Et le plus souvent, par exemple en Iran, dont on parle énormément maintenant, en Iran, j'ai eu le privilège de rencontrer le monde culturel. J'ai rencontré les plus grands, Stockhausen, Béjart, Alvin Ailey, je ne sais plus son nom, de la Mama. Vraiment, toutes ces personnes qui, vraiment, Terayama, le japonais Terayama, à l'époque où j'y étais, c'était avant 79, tout ce qu'il y avait de plus moderne passait en Iran. Et donc, ces personnes, enfin, j'ai fait tous les festivals et tout. Alors, je ne vais pas rester trop longtemps sur l'Iran, mais j'ai aussi été 2 fois en Afghanistan. J'ai traversé l'Afghanistan pour aller au Pakistan. Donc, je veux dire, pour moi, Femmes au-delà des mers, c'était l'aboutissement de cette carrière, parce que pendant 14 ans, je me suis aussi occupée de femmes, familles. Et l'histoire des inégalités et dans le travail de prise de conscience du fait qu'une mère de famille a besoin
quelquefois de rentrer chez elle et qu'il ne faut pas coller toutes les réunions importantes à 19h ou des choses comme ça. Ça évolue pour maintenant. éviter les pressions. Voilà. Donc, psychologiques. c'était comme une culture. Et alors, j'ai eu, à la fin de ma vie professionnelle, j'ai eu vraiment le bonheur de créer pendant 3 ans des événements culturels pour le ministère de l'Outre-mer. Après en avoir fait aussi pour un autre organisme, je suis allée en Guyane et tout. Ce qui fait que, vraiment, je me suis rendu compte que j'avais tout le bagage pour pouvoir créer Femmes au-delà des mers et qu'il ne fallait pas que ça se perde. Parce que pour moi, en étant... En fait, la transmission, vous dites, vous vouliez vraiment que ça reste dans la transmission de tout ce bagage culturel. Oui, ce bagage culturel, cette vie. Et en fait, j'ai donc créé Femmes au-delà des mers, qui est pour moi l'occasion de, avec les hommes et les femmes de tous horizons, de montrer l'apport de la femme à la société. Très bien. Du coup, en tout cas, c'est ce qu'on va retenir des Femmes au-delà des mers. Je suis désolée parce qu'on doit juste passer à la chronique de... Oui, alors je voudrais juste dire, je ne serai pas longue, je voudrais juste dire que, bon, il y a un site et tout, vous pouvez aller voir, mais ce que nous faisons et qui me paraît important, c'est que je pense qu'il faut aussi qu'on préserve tous les éléments de culture. Et que, en fait, nous, parmi les autres choses que nous faisons, nous essayons de lancer un programme qui fait qu'on dit à chacun, quel que soit l'endroit où il est, chez vous, il y a des trésors qu'il faut rassembler, faire parler pour vos enfants, vos petits-enfants et les autres, parce que ce sont les racines. Et ces éléments sont des éléments du patrimoine commun. Et souvent, nous disons le matrimoine. Merci beaucoup. En tout cas, merci. Et puis, du coup, on passe à Karine pour les événements du mois de mars. Et je suis désolée, comme on a un petit peu... En fait, c'est pas le mois de mars, c'est carrément 2023. 2023, génial. On ira pour 2023. Et spiritueux. Donc, est-ce que vous aimez le café ? Oui. Du coup, je ne vais pas faire un topo sur le café de spécialité et le café de commodité. Mais il y a 2 festivals sur le café de spécialité. Donc, en gros, c'est le café d'artisan. Le premier, c'est Paris Café Festival qui aura lieu le 13... Je speed, malade. Du 13 au 15 mai 2023. Et le Paris Coffee Show qui est du 9 au 11 septembre. Donc, c'est un peu les mêmes thèmes. C'est des torréfacteurs, des exposants. Il y a des dégustations, des ateliers, des masterclass, etc. Sauf que le Paris Coffee Show au Parc Floral... Enfin, non, pardon. Le premier est au Carreau du Temple et l'autre au Parc Floral. Et il a une dimension un peu plus pro. Donc, on peut peut-être voir la vidéo du Paris Coffee Show, comme ça, Oui. Donc perso, j'y ai passé 3 jours à déguster des cafés exceptionnels.
Donc, bon, sauf qu'après, tu dors pas pendant Oui, les soirées, j'imagine. tu dors pas la nuit. Bon, après, il faut cracher. Cracher, c'est gagné. C'est noté. Oui, c'est ça. C'est comme pour le vin, finalement. Bah, exactement. Et donc, on peut rencontrer des producteurs, des régions. Donc, il y a des petites régions qui viennent, c'est génial. Et il y a une scène, comme ils étaient un peu plus pro, là, dernièrement, ils ont commencé à faire ça plus pour le grand public. Donc, il y a un coffee show qui est animé par Victor Delpierre, qui est champion du monde de Coffee et Good Spirits 2011. Et il anime super bien. Donc, il y a des recettes à base de café, tu as des mixologues qui font des trucs spectaculaires, enfin, des trucs beaucoup plus accessibles pour s'initier. Donc, je vous conseille vraiment d'y aller. Et à côté de ça, on peut aussi... Il y a des compétitions de barista, de torréfacteurs, donc des trucs beaucoup plus pro. Mais c'est intéressant de voir comment, du grain à la tasse, Ok. le process. Ensuite, alors, on passe à food, donc tout ce qui est gastronomie. Donc là, on est un peu hors catégorie. Il y a un événement qui s'appelle Paris Fermier. Donc, c'est un marché de fermiers et de producteurs. Donc, qui a lieu à Paris et en Île-de-France. Donc, il y a plusieurs dates. D'accord, Paris comme le Paris, pas Paris la ville. Aussi, Ok. Paris comme le Paris. Oui, Oui. c'est ça. Et à Paris, ce sera le 25 à 26 mars et le 25 à 26 novembre pour découvrir des produits. Et il y a un grand... leur plus grand événement est Rambouillet le 5 au 7 mai. Au pire, on pourra peut-être mettre toutes les dates en barre Oui, d'infos. Avec 110 producteurs, donc local, frais, artisans, souvent bio, mais sans label. Ok. Ensuite, en mai, on a Taste of Paris, au Grand Palais éphémère, du 11 au 14 mai. Donc là, c'est un autre concept, c'est goûter des plats signatures de grands chefs en petites portions. Ah, ça c'est bien. Ça. Donc c'est blindé de monde, il faut y aller quand même assez tôt. Le seul truc, c'est que ça peut revenir assez cher, vu que l'entrée est à 22 € et qu'il Et faut après, acheter... oui, c'est ces ça. petites choses, oui. Oui. D'accord. Mais bon, ça permet de goûter des trucs gastro un peu partout, donc c'est hyper sympa. Là, on voit Pascal Barbeau. Ensuite, l'événement incontournable, c'est Omnivore. Donc Oui. c'est un événement culinaire qui met en lumière Oui. des talents émergents de la gastronomie. Oui. Donc pareil, il y a les démos, dégustes, ateliers et des Et en plus, exposants. c'est bien situé aussi. Ah bah là, il y a 2 dates. En fait, il y en a une dans le Nord, au Palais du Congrès du Touquet, du 17 au 19 juin, et à Paris, au Parc Floral, du 10 au 12 septembre. L'incontournable Salon du Chocolat, Ah. du 28 au 1 novembre, enfin 1er Ouais. novembre. Enfin, moi, c'est mon... le Ah oui, chocolat, c'est ma vie. préféré, oui, j'avoue. Du coup, j'y suis allée enfant, c'est un souvenir d'enfant. Ça a énormément changé, mais bon. C'est le plus célèbre événement de chocolat. Bon, des artisans chocolatiers, pays producteurs. Il y a le défilé aussi de robes en chocolat. C'est pas... Oui, moi, je m'en fiche aussi. Je ne peux pas dire ça, mais ça me... Enfin, artistiquement, c'est bien. C'est le mais chocolat. Mais il y a vraiment un engouement pour ce défilé. Ouais. Donc, on va voir les images, je pense. Et ensuite, je passe au plus de 18 ans et au spiritueux. Donc, il y a un truc qui va t'intéresser, Ah. c'est le Oui. Rhum Fest. Oui, je connais en plus. Oui, Ah, d'accord. Je ne suis jamais allée, mais en oui ma c'est sœur, elle est jurée sur le Ah Rhum oui Fest. Oui. Ah, waouh. Bref. du Du 1er au 3 avril au Parc Floral. Oui. Donc là, c'est pareil. Dès que c'est au Parc Floral, c'est que c'est un semi-pro. Hein. Donc on peut découvrir des rhums de toute variété, tu me dis, hein. De toute catégorie et de toute gamme avec des professionnels du secteur. Donc pareil, il y a des exposants, des masterclass et une partie cocktail. Et info de Insider, parce que il y a Don Papa Rhum qui prépare des surprises sur son stand parce qu'ils sont hyper innovateurs Ah bah et ouais. sympas. Donc à suivre. L'entrée est à 59 €, mais ça permet quand même de déguster pas mal de choses. On continue avec le Salon Club Expert du Gars, qui a lieu au carreau du Temple. Et je le recommande fortement, même si je n'y suis jamais allée, parce que c'est du 17 au 18 septembre. En fait, je le recommande On va fortement noter. parce que, oui, Maison du Gars, On ira. c'est un distributeur spécialisé en spiritueux de qualité, de haut de gamme. Oui. Donc, il y a des trucs incroyables. Vraiment, je ne suis pas très spiritueux à la base. J'ai goûté un whisky. C'était C'est- incroyable. Et en plus, il tient pas d'alcool, donc. Donc 20 et en plus le prix est bien, c'est 25-30 € pour déguster quand même Ça va. 1500 références, 130 exposants, Ah. des 1500 masterclass. whisky. Tu ressors. Complètement torché. Et alors pour finir cracher. sur les spiritueux, il y a le whisky live. Et là c'est spécialisé en whisky, pareil, j'y ai passé une journée, c'était incroyable. Il y a 1100 références et une partie VIP qui permet de goûter des trucs encore plus vieux que moi, donc je vous dis même pas comment c'est vieux. Et à côté de ça, il y a Cocktail Street au Whisky Live, où il y a des bars éphémères hyper colorés, hyper sympas. Mais voilà, c'est un peu Moderne. plus cher. 50 à 70 €. Le pass VIP à 120. Mais bon, ça permet quand même de goûter Ça des vaut le coup. bouteilles qui Vraiment sont beaucoup passionné. plus chères. Oui, enfin beaucoup Ouais. plus chères que 120. Ouais. Donc voilà, hop là. Et je finis avec le vin. Là, on vient de finir Wine Paris, qui est le plus grand salon de vin du monde. Et il y a d'autres salons, donc le Grand Tasting, dont les dates ne sont pas encore définies, qui est à peu près à 30 €. Et c'est pareil, c'est dédié au vin et à la gastronomie. C'est organisé par Michel Béthane et Thierry Dessauve,
qui sont 2 experts en vin assez connus. Et pareil, il y a producteurs sommeliers. Est-ce que j'ai dit où c'était ? Je crois que c'est au Louvre. Bon, voilà. Et ensuite, les salons de vignerons indépendants que je pense que vous connaissez tous. Donc là, il y a Porte de Versailles. oui, il y a beaucoup de dates en France, en fait. Lyon, Oui, Bordeaux, dans toutes les régions. On peut même acheter des vins maintenant en ligne, parce qu'avec le Covid, Le Covid, et ils tout ont un amélioré. système. Ouais. Et ça permet donc, pour 6 € l'entrée, de rencontrer des vignerons et d'acheter des vins à prix Producteur, oui. Oui. Plutôt sympa. En tout cas, bravo, quelle prouesse. J'ai l'impression qu'on termine même avant l'heure, bravo. En tout cas, merci à tous de nous avoir suivis. Et puis, je vous dis au mois prochain pour un nouvel épisode. Merci. 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 Merci.